Bonjour à tous, je corrige dans cette série de vidéos le sujet de concours de recrutement de professeurs des écoles, le sujet de mathématiques pour la session 2024. Il s'agit ici du groupement 2. Alors commençons par l'exercice 1. Dans cet exercice, on a un directeur d'une école primaire qui organise un tournoi sportif pour les élèves de CE2 et de CM1, bien sûr des écoles de la ville. Au total, on compte 72 élèves de CE2 et 108 élèves de CM1. Ils sont tous répartis dans 4 écoles. Alors, dans la partie A, le directeur souhaite que les équipes soient composées selon les règles suivantes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il a la première règle, donc le nombre d'élèves de CE2 doit être identique dans toutes les équipes. Donc, on aura des équipes de CE2 avec le même nombre d'élèves, le même nombre, le même effectif. Pareil pour les élèves de CM1, on doit avoir le même effectif dans toutes les équipes qui concernent le niveau CM1. Voilà les deux règles. Donc, le directeur envisage dans un premier temps de constituer 14 équipes avec un maximum d'élèves dans les deux niveaux. Donc, 14 équipes, il veut avoir des équipes avec un effectif le plus grand possible et sans nécessairement sélectionner tous les élèves. Donc là, on nous demande de donner la composition de chaque équipe. Eh bien, on va commencer par les élèves de CE2. Donc, on a 72 élèves de CE2 qu'il faudra répartir dans 14 équipes. Donc, je vais diviser 72 par 14. Donc, on va aller directement jusqu'à 4. 4 fois 14, ça nous fait 40, 56. On peut y aller encore. 5 fois 14, ça va nous faire 50 plus 20, 70. Et 6, on dépasse, donc ça sera 5. Donc, 5 fois 14, donc on a dit que c'était 70. Il va nous rester 2 élèves. Donc, nos 72 élèves de CE2, on pourra en faire 5 équipes de 14 élèves, puisque on a notion de 5. Donc 5 fois 14 plus un reste de 2. Très bien. Passons, là aussi, il faudra faire une phrase-réponse, hein, donc je vous laisse rédiger vos phrases-réponses. Moi, je n'ai pas assez de place et aussi pour gagner du temps, donc je le dis à l'oral, hein. Maintenant, on va passer aux élèves de CM1. Donc, on a 108 élèves. Et donc, même principe, je voudrais constituer des équipes de 14 élèves. Donc, 108 élèves peuvent être répartis dans 7 équipes de 14. Et il va nous rester sur le carreau 7 élèves non répartis. Donc, si on veut appliquer cette règle-là, donc on aura 5 équipes de CE2 et 7 équipes de CM1. Alors, dans la question B, on nous demande, dans ces conditions, combien d'élèves ne participeront pas au tournoi? Eh bien, il suffit de relever le reste de chaque division. Donc, on aura 2 élèves de CE2 et 7 élèves de CM1. Donc, au total, 9 élèves ne participeront pas au tournoi, d'accord, puisque on ne peut pas les répartir dans les classes
dans les équipes, les 14 équipes, évidemment. Passons à la question 2. Alors, dans la question 2, le directeur change d'avis et maintenant il souhaite que tous les élèves puissent participer. Pour cela, il cherche à déterminer le nombre d'équipes adéquat. Bon, petit a, est-ce qu'il peut constituer 8 équipes? Est-ce qu'on peut, avec les effectifs de CO2 et de CM1 des 4 classes de la ville, est-ce qu'on peut constituer 8 équipes? Donc ici, il faudra tout simplement regarder si 72 est un multiple de 8. Ben, on sait très bien que 72, on peut le décomposer sous la forme de ce produit. Donc, en effet, donc on peut répartir nos élèves de CE2 en 9 équipes à 8 élèves. En revanche, est-ce qu'on peut faire la même chose pour les élèves de CM1? Eh bien, on a 108 élèves. Est-ce qu'on peut les répartir en 8 équipes? Donc, il va falloir que je fasse la division. Pareil, ça, vous pouvez le faire à la calculatrice. Donc, ici, donc 10, j'ai un 8. Donc, 1 fois 8, ça fait 8. Je retranche, il me reste 2. Je descends le 8. Maintenant, dans 28, on a combien de 8? Donc, 3 fois 8, ça fait 24. 4 fois 8, ça fait 32. Donc, c'est 3. Et il va me rester un reste de 4. Donc, ici, 108 élèves. Je pourrais les répartir en 13 équipes de 8 élèves. Par contre, il va me rester 4 élèves. Donc, la réponse est non. On ne peut pas constituer 8 équipes avec tous les élèves. Alors, pourquoi? Car le nombre 108 n'est pas un multiple de 8. On vient de le faire, on vient de poser la division euclidienne, hein, puisqu'il nous reste un 4. Je vous rappelle qu'un multiple, un nombre, quand il est un multiple d'un autre, il faut que le reste de cette division par ce nombre soit égal à 0. Donc, n'est pas un multiple de 8. Passons à la question B. Donc, on nous demande, dans la question B, de décomposer 72 et 108 en produits de facteurs premiers. Il s'agit d'une question de cours. Alors, on va revoir ensemble la décomposition. Donc, il faut que j'arrive à écrire 72 sous la forme d'un produit de facteurs premiers. Donc, je vais décomposer 72. Alors, il est pair, donc on peut le diviser par le premier, plus petit nombre premier, qui est 2, et qui d'ailleurs, c'est l'unique nombre premier pair. Donc, 72 divisé par 2, donc 35 et 1, ça fait 36. C'est encore pair, donc je peux diviser par 2. 36 divisé par 2, c'est 15 plus 3, ça fait 18. Divisé par 2, 9. C'est un multiple de 3. 3. Et encore, on peut diviser par 3. Et on arrive à 1. Donc, nous avons maintenant la décomposition attendue, qu'on va tout simplement lire ici. Donc, 72, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, 2 à la puissance 3 fois 3 au carré. Alors, on va faire la même chose pour 108. Alors, je vais le faire ici. Pareil, donc ce genre d'opération, on peut le faire
On peut le vérifier à la calculatrice. C'est toujours bon de le faire sur votre copie hein, pour le concours, montrer que vous savez faire, et vérifier par la suite sur votre cahier, avec votre calculatrice. Donc 108, la moitié, c'est 50 plus 4, 54, les paires, encore, les paires. La moitié de 54, c'est 27. Un multiple de 3, de plus 7, ça fait 9, donc c'est un multiple de 3. Et donc 9, on peut diviser par 3, et on continue jusqu'à arriver à 1. Et nous avons encore fini, puisqu'on arrive à 1, et la décomposition est sur la colonne de droite. Il faut bien sûr, il faudra l'écrire. Donc 2 au carré, fois 3 fois 3 fois 3, donc fois 3 au cube. Et voici la décomposition de ces deux nombres en facteurs premiers. Dans la question C, on nous demande d'en déduire la liste des diviseurs communs à 72 et à 108. Quels sont tous les diviseurs communs à 72 et 108? Eh bien, on peut les retrouver rapidement. Donc, on va chercher les nombres qui sont communs aux deux. Alors, deux façons de faire. Ou on cherche tous les diviseurs de 72 et 108. Et dans les ensembles des diviseurs de 72 et 108, on va chercher le diviseur commun. Je vais aller vers cette méthode, mais qui est un peu plus longue. Comme ça nous permet de voir comment trouver tous les diviseurs d'un nombre à partir de la décomposition en produit de facteurs premiers. Je vais commencer par 72. Alors, je vais commencer par décomposer. Donc là, je cherche les diviseurs de 72. Alors d'abord, je connais exactement le nombre de diviseurs de 72. La règle ici, c'est de prendre les puissances que vous avez là, vous ajoutez 1 et vous les multipliez. Vous avez exactement le nombre de diviseurs, c'est-à-dire 3 plus 1, je les mets entre parenthèses, fois 2 plus 1. Donc 3 plus 1, ça fait 4, fois 3, ça fait 12. Donc on sait qu'on a au total 12 diviseurs. Donc 72, il aura exactement 12 diviseurs. Bien, alors les 12 diviseurs, on a déjà 1, qui est le diviseur universel. Et donc si je divise par 1, je vais avoir son symétrique 72. On va fonctionner de cette manière-là. Alors maintenant, si je divise par 2, alors je vais l'écrire comme ça, ce sera plus facile à voir. Donc si vous divisez par 2, le résultat de votre division, c'est ça. C'est 2 fois 2 fois 3 fois 3, donc c'est 4 fois 9, c'est 36. Et donc vous aurez 36 de l'autre côté. Alors maintenant, si je divise par 3, donc on va enlever un 3, il va nous rester 3 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8 fois 3, 24. Donc j'aurai un symétrique ici, 24. Je continue, après 3 et à 4. Oui, 4, c'est un diviseur. Donc si je prends ces deux-là, 2 fois 2 qui est 4, il va me rester 2 fois 3. C'est le résultat de cette division. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Fois 3, ça fait 18. Alors on est presque à la fin, hein, puisque là, on a 4 fois 2, 8 diviseurs. Il nous reste 4. Après 4, bah 5, c'est pas possible, hein. Donc on aura 6, puisque c'est 2 fois 3. Et donc si j'enlève le 2 et le 3, il va me rester un 2 et un 2 et un 3. Donc 2 fois 2 fois 3, ça fait 12. Vous voyez, je ne fais aucun calcul, hein. Alors maintenant, après le 6, je peux avoir le 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. Donc j'ai un 8 ici. Et si vous divisez par 8, vous allez avoir le 9 comme diviseur. Alors on a fini, pourquoi? Parce qu'après, vous allez passer à 12, et 12, on l'a déjà fait. Donc ici, vous avez tous les diviseurs de 72. C'est une méthode assez redoutable, hein.
Donc, à partir de la décomposition, j'arrive à trouver tous les diviseurs. On va faire la même chose pour 108. Donc, je l'écris d'abord sous la forme développée. Donc, 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Alors, on sait exactement combien on a de diviseurs. Donc, la même règle, hein. 2 plus 1, ça fait 3. Et 3 fois 4 égale 12. On a aussi 12 diviseurs. Donc, on s'attend à 12 diviseurs. Donc, diviseur de 108, on en a 12. Bon, pareil, on va commencer par 1. Et donc, son symétrique, forcément, c'est le nombre lui-même. Donc, on en a déjà 2. Ensuite, on va passer à 2. Donc, si vous prenez un 2 ici, il va vous rester 2 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, 9 fois 3, ça fait 27, fois 2, 54. Donc, vous avez son symétrique. On continue. On a un 3. Donc, si je prends un 3, il va me rester 4 fois 9, 36. Alors, maintenant, je prends un 4. Donc, le 4, c'est ça. 2 fois 2, il va me rester 27. 3 fois 3 fois 3. Alors, le 5, non. Donc, le 6, eh bien, bah, c'est justement 2 fois 3. Il va me rester 2 fois 9, 18. Le symétrique, 1, 2, 3, 4, 5. Il va m'en rester 1. Et le 1, alors ce sera lequel? Bah, ça sera forcément, donc on est passé à 6. Donc, le 8, ça ne marche pas. Donc, 3 fois 3, 9. Et donc, si je prends 9, il va me rester 4 fois 3, 12. Voilà, on a tous les diviseurs de 72 et tous les diviseurs de 108. Donc là, j'ai cherché la méthode la plus longue, mais on est sûr d'avoir tout le monde. Alors maintenant, on nous demande les diviseurs communs. Bah là, il n'y a plus pas grand-chose à faire. On va tout simplement entourer ceux qui sont dans les deux ensembles. Donc, bien sûr, on a un. On a aussi deux. On a trois. On a quatre. On a six. Vous avez également le 9. Vous avez le 12. Vous avez le 18. Ensuite, 24, non. 36. Et voilà. Donc, les diviseurs communs, donc ils se trouvent dans les deux ensembles A, 72 et 108, sont les ensembles suivants. Donc, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 et 36. Voilà pour cette question C. Alors maintenant, la question D. Quel nombre d'équipes maximales le directeur peut-il constituer? Précisez alors la composition de chaque équipe. Alors, cela revient, donc on va mettre les questions D. Donc, on cherche un nombre maximum d'équipes, c'est-à-dire pour qu'on trouve un diviseur commun à 72 et 108, et que ce diviseur soit le plus grand possible, pour qu'on ait le même nombre d'équipes. Donc ici, le plus grand des diviseurs de 72 et 108, donc ce qu'on appelle le PGCD, hein, donc le plus grand commun diviseur à 72 et 108, c'est 36. Donc on pourra en faire maximum 36 équipes, 36 équipes. Alors pour les élèves de CO2, on aura donc 72 divisé par 36, donc on aura 36 équipes de CO2. Et chaque équipe de CO2 sera formée de 2 élèves. Donc, chaque équipe sera constituée de
de 2 élèves. Donc ça, c'est la constitution des équipes de CO2. D'accord? Donc ça, c'est CO2 pour le niveau CO2. Pour CM1, pour le niveau CM1, on a 108 élèves répartis dans 36 équipes, ce qui va nous donner 3 élèves. Et donc, chaque équipe sera constituée de 3 élèves de CM1. Voilà, et là, c'était de CO2. Voilà pour cette partie. Passons maintenant à la partie B. Donc, dans la partie B, on propose un tableau qui indique la répartition des élèves de CO2 et de CM1 qui participent au tournoi. Donc, on a les 4 écoles, l'école Aimé Césaire, la Joliot, etc. Et chaque école a un effectif de CO2 et un effectif de CM1, répartis donc sur les 2 niveaux. Alors, première question, parmi les élèves de l'école Irène Joliot-Curie qui participent au tournoi, quelle est la proportion des élèves de CO2? Et on nous demande de donner le résultat en pourcentage arrondi à l'unité. OK. Alors, l'école qui nous intéresse est la suivante. Donc, pourcentage ou proportion. Donc, on nous demande la proportion d'élèves, proportion de CO2 dans cette école. Alors, donc, on aura un rapport à calculer, donc, du coup. Donc, on sait qu'on a 22 CO2 sur un total de 22 plus 19. Voilà notre proportion. Et on voudrait exprimer cette proportion en pourcentage. Donc, on va multiplier tout simplement par 100. Et on arrondira à l'unité, ce qui va nous donner à la calculatrice 54% d'élèves de CO2 dans cette classe, dans cette école. Passons à la question B, à la question 2, pardon. Dans la question 2, on nous demande de calculer le nombre moyen d'élèves en classe de CM1 sur l'ensemble des 4 écoles. Donc, on cherche le nombre moyen, ça veut dire qu'on a une moyenne à calculer, hein, d'élèves de CM1 sur l'ensemble des écoles, donc c'est-à-dire sur cette ville, hein. Donc, on aura donc, le nombre de CM1 sur le total des écoles. On a combien d'écoles? On en a 4. Et là, on va additionner le nombre de CM1. Donc, on a 24 plus 19 plus 34 plus 31. On divise par 4. Donc, en moyenne, on a 27 élèves de CM1 dans cette ville, ou dans cette région, dans ce village, hein. Donc, on a calculé le nombre d'élèves moyen sur l'ensemble des 4 écoles. On va passer à la question suivante. Donc, on passe maintenant à une question de probabilité. Donc, on choisit un élève au hasard parmi tous les élèves qui participent au tournoi. Très bien. Et on cherche la probabilité qu'il soit en CM1. Donc, probabilité. Donc, la probabilité de réaliser cet événement-là. Alors, c'est quoi l'événement? C'est que l'élève
est un élève, est un élève de CM1. Bon, là, on est sur une expérience aléatoire qui correspond à un cas d'équiprobabilité, puisqu'on choisit au hasard parmi tous les élèves. Donc, chaque élève a la même probabilité d'apparaître, hein, d'être choisi. Donc, on est dans un cas d'équiprobabilité, qu'on appelle aussi le cas d'une loi uniforme. Et donc, dans ce cas-là, on va appliquer la formule qui nous dit quoi? La probabilité de réaliser un événement, ça sera le nombre de cas favorables à l'expérience, le nombre de cas favorables, divisé par le nombre de cas possibles au total. Donc, le nombre de cas favorables, ça sera tout simplement le nombre d'élèves de CM1, c'est ce qu'on a calculé ici. Donc, 24 plus 19 plus 34 plus 31. Et on va diviser par le total de tous les élèves ici, de tous les élèves. Donc, sur le total. Alors, le total, donc, ce qui va nous donner les 108 élèves plus les 72 élèves de, donc 108 de CM1 et de CO2. Donc, on aura 108 divisé par le total 180. Et ce qui va nous donner 3 cinquièmes, autrement dit, 0,6. Donc, on a une probabilité de 0,6 de tomber sur un élève de CM1. Passons à l'exercice, la question 4. Alors, dans la question 4, on nous dit maintenant, on choisit un élève au hasard, mais attention, parmi les élèves de CO2. Donc maintenant, on va restreindre un petit peu l'univers aux élèves, uniquement aux élèves de CO2. Donc on est dans une probabilité conditionnelle pour ceux qui ont fait des probabilités conditionnelles. C'est-à-dire, on est en train de chercher parmi les CO2, on a restreint l'univers à CO2, et on cherche la probabilité que l'élève soit scolarisé à l'école Aimé Césaire. Donc, sachant que l'élève est un élève de CO2, quelle est la probabilité qu'il soit de l'école Aimé Césaire? Alors, il y a une façon de l'écrire. Bon, on ne va pas l'écrire, mais bon, je vous le montre quand même. Donc, c'est la probabilité, sachant qu'il soit de CO2, quelle est la probabilité que l'élève, si j'appelle l'événement CO2, un élève de CO2, élève soit de l'école Aimé Césaire. On n'est pas obligé de connaître, de savoir qu'on est dans le cas d'une probabilité conditionnelle, parce qu'on va tout simplement appliquer la même formule. Donc, on va appliquer le nombre de cas favorables. Eh bien, le nombre de cas favorables, c'est quoi? C'est l'effectif de l'école Aimé Césaire. Donc, on va tout simplement regarder cette ligne. Parce qu'on restreint l'univers aux élèves de CO2. Et parmi les CO2, on va regarder le nombre de cas favorables pour nous, c'est-à-dire 20. D'accord? Donc, on aura 20 cas favorables sur l'ensemble des élèves de CO2. Donc, sur le total de cette ligne-là, c'est ce que je vais écrire ici. Donc, le nombre de cas favorables, c'est 20. Sur le total, donc le total, c'est quoi? Le total, je reprends, donc 20 plus 22 plus 14. 20 plus 22 plus 14 plus, alors plus le dernier, c'est 16. Donc ça, c'est le nombre, c'est mon univers restreint. Donc j'arrive à 20. Donc ici, 14 plus 5 plus 16, ça fait 20, 30.
30 plus 40, ça fait 70. Et on est à 72. Alors, on nous demande de donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Eh bien, si je réduis euh, ma fraction, alors on va le faire. La calculatrice, ça se fait simplement, hein. Alors, je vais essayer de le faire manuellement. Donc ça, je peux l'écrire 4 fois 5. Et là, je peux l'écrire 9 fois 8, c'est-à-dire 9 fois 2 fois 4. Bon, voilà, on va regarder ce qu'on peut simplifier. On peut simplifier par 4 et terminer, parce que 5 est un nombre premier. Et donc, j'arrive à 5/18. Donc, la probabilité de tomber sur un élève de l'école Aimé Césaire, sachant que c'est un élève de CE2, est de 5/18. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce magnifique exercice 1 du sujet de groupement 2. Je vous dis à très vite pour la suite de la correction. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.